Je m'appelle Jeanne. J'ai 77 ans et je suis veuve depuis 11 années. J'habite encore dans la maison que Luc et moi avions achetée à Dijon au début des années 70, une vieille bâtisse en pierre bourguignonne, avec ses poutres apparentes et son jardin où poussent des rosiers que j'entretiens comme on entretient une mémoire. Chaque recoin de cette maison est un témoin silencieux. Les rires de mon fils Marc, enfant, les repas de famille interminables, les soirs d'hiver devant la cheminée avec Luc, un verre de vin de la Côte de Nuit à la main. Depuis la mort de Luc, j'ai continué seule. Ma retraite est modeste, mais la maison est payée, et c'est tout ce qui m'importe. J'y ai mes racines, mon refuge. Pourtant, depuis quelque temps, ce refuge est devenu une cage, car ma belle-fille, Clara, a décidé d'y imposer sa loi. Clara, elle est entrée dans nos vies il y a 15 ans, et dès le premier jour, j'ai senti son ambition froide. Derrière ses sourires apprêtés et ses tenues impeccables, il y avait toujours cette lueur de calcul. Elle a charmé Marc, et peu à peu, elle a pris la place du chef de famille, celle que j'occupais depuis le départ de Luc. Elle s'est installée dans mes habitudes, a dicté ses règles jusqu'à contrôler la moindre décision de mon fils. Marc, lui, s'est laissé guider. Je le voyais s'éloigner, détourner les yeux chaque fois que je cherchais son regard pour obtenir un appui. C'est un fils que j'ai aimé plus que ma vie, mais il est devenu un homme sous l'emprise d'une femme qui n'a pour horizon que l'argent et les apparences. Depuis des mois, Clara répète à qui veut l'entendre que je suis trop âgée pour vivre seule dans cette maison. Elle parle de sécurité, de précaution, mais derrière ces mots, je devine son obsession. Mettre la main sur mon bien. Car cette maison, c'est un héritage. Elle vaut cher à Dijon, dans ce quartier proche du parc d'Arcy où les prix s'envolent. Clara rêve déjà de la vendre pour financer ses projets. Un restaurant, une voiture de luxe, peut-être un appartement à Lyon. Je me tais, mais j'observe, je note, je sens la toile se refermer. Un soir de printemps, alors que je préparais un gratin de courgettes, j'ai surpris Clara dans la cuisine. Elle parlait au téléphone, ne sachant pas que j'étais derrière la porte. Sa voix était dure, sans phare. « Ne t'inquiète pas, papa, bientôt ce sera réglé. Cette vieille ne tiendra plus longtemps. Marc aura la maison et on pourra avancer. » Mes jambes ont tremblé. Cette vieille, elle ne m'appelait même plus par mon prénom, juste un obstacle à éliminer. Depuis ce jour, je dors mal. J'entends chaque craquement de parquet comme une menace. Pourtant, je ne veux pas céder. C'est ici que je veux finir mes jours, pas dans une chambre aseptisée d'EHPAD. Je n'aurais jamais imaginé que Clara irait si loin. Mais ce matin-là, tout a basculé. C'était un samedi. Marc et Clara étaient venus soi-disant m'aider à jardiner. Le ciel était clair et la terrasse encore humide de rosée. J'avais enfilé mes gants, prête à rempoter quelques géraniums. Clara s'approchait, le visage impassible. J'ai senti son ombre derrière moi et soudain, un choc brutal dans mon dos. Je n'ai pas eu le temps de crier. Mon corps a basculé vers l'avant, ma hanche a heurté le sol de pierre avec un craquement effroyable. La douleur m'a transpercé comme un éclair. J'étais à terre, le souffle coupé, incapable de bouger. Clara s'est penchée sur moi, feignant l'effroi. « Oh non, Jeanne, vous avez glissé. » Mais dans ses yeux, j'ai vu autre chose. Une satisfaction froide, brève, vite dissimulée. Marc a couru, paniqué. Clara répétait en boucle « Elle a perdu l'équilibre, je l'ai vue. » Elle est tombée toute seule. Son ton trop appuyé sonnait comme une récitation. Transportée à l'hôpital, on diagnostiqua une fracture du col du fémur. À mon âge, c'est une blessure lourde qui condamne souvent à la dépendance. Clara triomphait déjà. Il faudra bien la placer en établissement spécialisé, Marc. C'est plus sûr pour elle. Je me sentais prisonnière de mon propre corps, piégée dans leur scénario. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais depuis longtemps fait installer une petite caméra de surveillance discrète, offerte par une voisine inquiète. Une caméra qui filmait en continu la terrasse pour me protéger des cambriolages, disais-je. Et cette caméra avait tout enregistré. À l'hôpital, je n'ai rien dit. Je gardais le secret comme une arme sous mon oreiller. Je souffrais, oui, mais ma douleur n'était plus seulement physique. Elle se mêlait à une détermination glaciale. Clara avait voulu ma chute. Elle pensait m'enterrer vivante dans un EHPAD et vendre ma maison. Elle ne savait pas encore qu'elle avait elle-même signé sa perte, sous l'œil d'une petite caméra silencieuse.
Je savais que le temps viendrait où je montrerais la vérité. Et ce jour-là, ce ne serait pas moi qu'on plaindrait, mais elle qu'on jugerait. Et vous, si un proche tentait de vous faire passer une chute pour un accident, que feriez-vous? Auriez-vous la force de garder le silence jusqu'au moment décisif, comme je l'ai fait? Partagez votre expérience ou vos réflexions en commentaire. L'hôpital de Dijon m'accueillit dans une odeur de désinfectant et de linge humide. Les néons du couloir accentuaient la pâleur de mon visage. Allongée sur ce lit métallique, la hanche immobilisée, je me sentais à la fois brisée et étrangement vigilante. Clara s'était arrangée pour rester près de moi, jouant à la belle fille attentionnée. Elle parlait fort aux infirmières, répétant que je n'avais plus l'âge de vivre seule, qu'elle avait peur pour ma sécurité. Vous savez, docteur, Madame Delaunay est souvent étourdie, il faudrait penser à son bien-être à long terme. Je l'entendais, même à demi consciente. Ces phrases étaient toujours construites de la même manière, un vernis de sollicitude, mais une arrière-pensée tranchante. Marc, lui, passait de temps à autre. Son visage marqué de fatigue, mais surtout de culpabilité. Il posait sa main sur la mienne, murmurait des banalités, mais je sentais qu'il fuyait mon regard. Il savait, au fond de lui, que quelque chose n'était pas net. Mais il choisissait le silence, sans doute pour préserver son couple. Les jours suivants, Clara fit en sorte de s'imposer. Elle gérait mes visites, discutait avec l'assistante sociale, demandait des brochures sur les EHPAD. Je la voyais manipuler chaque interlocuteur avec son sourire impeccable. Elle parlait de moi comme d'un fardeau, mais sans jamais prononcer ce mot. Elle disait « Nous voulons la protéger, éviter les chutes, assurer un cadre adapté ». À chaque phrase, je sentais la corde se resserrer. Pourtant, je gardais mon secret. Je savais que dans ma maison, sur ma terrasse, la petite caméra avait tout vu. Elle avait enregistré ce geste rapide, ce coup discret dans mon dos. Mais je ne devais pas précipiter les choses. Une parole de ma part, sans preuve, aurait été rejetée comme une lubie de vieille femme blessée. Alors j'attendais. La nuit, dans ma chambre d'hôpital, je pensais à Luc. Lui aussi avait connu les trahisons, au travail, quand certains collègues l'avaient évincé de promotions qu'il méritait. Il me répétait toujours « Ne réagis pas dans la colère, Jeanne. Attends ton heure. Le temps démasque toujours les masques. » Je caressais le drap blanc rêche et je me répétais ces mots. Clara se croyait invincible. Elle me voyait diminuer, presque vaincue. Elle ignorait que j'avais entre les mains, ou plutôt dans ma maison, l'arme de ma revanche. Chaque matin, lorsqu'elle franchissait la porte avec son parfum trop sucré et son ton faussement doux, je fixais son visage. Je notais les inflexions de sa voix, ses regards appuyés vers Marc, ses phrases prononcées trop vite. Elle préparait déjà son récit, celui où elle serait l'épouse exemplaire prenant soin d'une belle-mère fragile, tandis que la maison familiale glisserait doucement vers ses mains. Mais un récit peut être brisé net par une image. Et moi, j'avais ces images. Alors je serrais les dents. Je supportais la douleur, les humiliations feutrées, la solitude. Je savais que viendrait le jour où je rentrerais chez moi. Et ce jour-là, la vérité sortirait de l'ombre. Après 3 semaines d'hôpital, j'ai enfin obtenu l'autorisation de rentrer chez moi. J'étais encore faible, appuyée sur une canne, mais je refusais d'être transférée dans une maison de retraite comme Clara l'espérait. J'ai insisté pour revenir dans ma demeure de la rue Monge, cette maison qui m'avait vue mère, épouse, veuve et désormais combattante. Marc m'a ramenée en voiture. Le trajet fut silencieux. Lui regardait la route, crispé. Moi, je fixais le paysage familier qui défilait. Les toits de tuiles, les façades blondes, la place de la République. J'avais l'impression de revenir d'un long exil. Quand nous avons franchi le portail, mon cœur a battu plus fort. La terrasse était là, baignée de lumière, comme si rien ne s'était passé. Mais pour moi, chaque pierre garde la mémoire du choc, du coup de ma chute. Marc m'installa dans le salon, maladroit, évitant mes yeux. Clara, elle, s'activa aussitôt. Elle inspecta les lieux, ouvrit les fenêtres, donna des ordres sur le ton d'une maîtresse de maison. Il va falloir sécuriser, enlever les tapis, installer des barres d'appui. Et surtout, penser sérieusement à une solution de long terme. Je ne répondis pas. Je savais que plus elle parlait, plus elle s'enfonçait. Dès que j'ai pu me retrouver seule, je suis montée doucement à l'étage, malgré la douleur lancinante.
dans le petit bureau que Luc avait aménagé autrefois, je retrouvais l'armoire métallique où j'avais rangé la caméra. Mes mains tremblaient, mais pas de faiblesse, d'impatience. J'ouvris l'ordinateur portable poussiéreux, insérai la carte mémoire. L'écran s'alluma et les images défilèrent. Le jardin, calme. Moi penché sur mes géraniums. Puis une ombre derrière moi, Clara, ses mains libres, vides, puis ce geste brusque, sec, presque invisible pour un œil inattentif, mon corps basculant, ma chute. Tout était là, net, indiscutable. Je restais figé devant l'écran. Un mélange de douleur et de satisfaction glaciale m'envahit. Oui, j'avais souffert. Oui, mon propre fils avait détourné le regard. Mais désormais, la vérité avait un visage, celui de Clara, surprise par une caméra qu'elle ignorait. Je fis plusieurs copies du fichier, les rangeai sur une clé USB et sur un disque externe que je cachais dans une boîte à biscuits au fond du placard. On ne trahit pas 2 fois une vieille femme qui a appris à prévoir. Le soir venu, Clara préparait le dîner en minaudant. Elle parlait de ma pauvre Jeanne, de notre devoir de veiller sur elle. Je la regardais poser la nappe comme si de rien n'était. Marc hochait la tête, absent, prisonnier de son silence. Moi, je mangeais en silence, mais dans ma poitrine brûlait une certitude. L'heure de ma revanche approchait. Je n'avais pas besoin de crier, ni de supplier. Il me suffisait d'attendre le bon moment pour allumer cet écran devant témoin. Alors Clara découvrirait qu'un mensonge peut durer des jours, des mois, mais qu'une image suffit à l'anéantir pour toujours. La vengeance se prépare comme on prépare un jardin. Il faut du temps, de la patience et connaître la terre. Après avoir regardé la chute 1000 fois, je sus que la colère seule ne servirait à rien. Il me fallait de la méthode, des témoins et surtout la force d'une décision portée par la loi. Je n'étais plus seulement la vieille femme qui avait peur. J'étais une propriétaire, une citoyenne, et j'avais des preuves entre les mains. Le premier geste fut le plus humble et le plus glacial. J'ai pris rendez-vous chez le médecin. Le docteur Morel est celui qui m'a soigné depuis des années. Il connaît mes os et mes blessures. Il sait mesurer la douleur et la traduire en mots juridiques. En ville, on ne nie pas un certificat médical. Il en va de la vérité officielle. Assis sur sa table d'examen, j'ai regardé le visage sérieux qu'il prenait en lisant le disque dur que je lui avais apporté. « Vous voulez que je regarde l'image » murmura-t-il. « Oui, dis-je sans trembler, et que vous fassiez un certificat détaillé. » Il a visionné la scène, fronçant parfois les sourcils, notant les angles, la dynamique de la chute. Lorsqu'il m'a rendu ses conclusions, il a posé son stylo. Ce que je vois est compatible avec une poussée volontaire. Je peux rédiger un certificat qui précise la nature des lésions, leur gravité et la compatibilité avec une action externe. Cela aura du poids si vous allez au commissariat. Les mots « action externe » résonnèrent en moi comme une cloche. Ce document, accompagné de la vidéo, deviendrait la colonne vertébrale de ma plainte. Le droit aime les colonnes. Sans elles, une accusation s'effondre. Le docteur Morel accepta de garder une copie du certificat et me remit l'original avec la formule usuelle, à conserver pour dépôt de plainte. Je l'ai glissé dans ma poche comme on cache une clé. Ensuite, je suis allé voir Maître Lefebvre, un avocat aux tempes argentées que m'avait recommandé Hélène, ma voisine. Maître Lefebvre n'était pas là pour me tenir la main, il était là pour légiférer ma justice. Il regarda la vidéo, puis prit un dossier, procédant comme un chirurgien. « Madame, vous avez une preuve. C'est rare et précieux. 2 options s'offrent à vous. Déposez plainte immédiatement et demandez la saisie de la vidéo, ce qui entraînera une enquête de flagrance ou une enquête préliminaire selon les éléments, ou employer d'abord la voie civile pour obtenir des mesures conservatoires. » J'ai choisi. Il n'était pas question de négocier dans le silence. La plainte permettrait d'ouvrir une instruction, de saisir le fichier en tant que pièce à conviction, d'ordonner des auditions. Maître Lefebvre esquissa le calendrier. Dépôt de plainte au commissariat central de Dijon, transmission au parquet, saisine possible de la brigade de sûreté urbaine, audition des témoins, demande d'expertise médico-légale. « Et si on les confronte avant enquête ?» demandai-je. On peut les surprendre par la force d'un constat public, une convocation notariée, par exemple. Mais attention,
Sans mise sous scellé de la vidéo, ils pourraient la détruire. Il faut impérativement que la vidéo soit saisie par les autorités. Sa mise en garde était juste. Ils avaient encore des mains sur leur destin. Je ne devais pas leur laisser le temps de nettoyer ce qui était compromettant. Ma stratégie s'articula alors en 2 temps. D'abord, assurer la conservation de la preuve. Ensuite, organiser la scène de dévoilement, si possible avec des personnes capables de comprendre et de ne pas être achetées par la comédie de Clara. Avant de quitter le cabinet, j'ai demandé à Maître Lefebvre d'appeler discrètement un officier du commissariat que je connaissais de longue date, un homme intègre, l'inspecteur Boucher, qui avait autrefois enquêté sur un cambriolage chez mon frère. Il accepta de recevoir le dossier en main propre pour évaluer la rapidité avec laquelle il faudrait intervenir. Pendant ces démarches administratives, j'ai mobilisé les petits alliés qui existent quand on les mérite. Hélène, ma voisine, la boulangère, Madame Pommier, qui voyait Clara s'arrêter au comptoir avec une pointe d'arrogance, le jeune facteur, Antoine, qui rendait souvent service. Ce sont ces visages, ces voix modestes qui serviraient de témoins de caractère, de personnes prêtes à corroborer l'image par des récits de comportement, d'achat, d'habitude. Mais il me fallait aussi un abri technique. Je ne pouvais pas laisser la seule copie de la vidéo sur la clé rangée dans un tiroir. J'ai préparé plusieurs doublons, encryptés, puis je les ai déposés dans des lieux différents. Une clé dans la boîte à biscuits chez moi, une autre dans l'armoire de Hélène, une copie chez Maître Lefebvre. Le besoin de disperser la vérité m'apaisa. J'avais mis des sentinelles. La question la plus délicate resta toutefois la suivante. Attendre que la justice frappe à la porte ou provoquer la scène publique qui éclabousserait Clara devant témoins. Ma tête balançait entre la froideur du procès et l'élan théâtral d'un dévoilement. Maître Lefebvre me conseilla prudence. La loi est une lame qui peut couper les 2 côtés. Mieux valait l'employer plutôt que de jouer au spectacle. Cependant, je n'étais pas prête à renoncer à l'effet d'une confrontation. J'avais besoin que Marc voie en direct la réalité de l'acte. Il fallait qu'il comprenne que son silence n'était pas de la prudence, mais une complicité. J'établis donc un plan en 3 volets. Dépôt de plainte et saisie immédiate de la vidéo. L'inspecteur Boucher devait se rendre chez moi avec un officier et établir un procès-verbal de saisie. Ceci mettrait la preuve hors de portée de Clara. Convocation notariée. Sous prétexte d'une lecture administrative, la révision d'un document familial ou la simple vérification du testament, j'organiserai une réunion de famille chez le notaire Lefebvre. Il y aurait des témoins impartiaux, Hélène, Madame Pommier, et Maître Lefebvre conviendrait un huissier pour dresser un procès-verbal de la confrontation si les circonstances l'imposaient. Dévoilement judiciaire. Une fois la vidéo saisie et l'enquête ouverte, il serait possible de la présenter devant les autorités compétentes et de demander des suites pénales. En parallèle, la médiatisation locale, si elle devenait nécessaire, pourrait amplifier la pression sociale. Mais la première étape resterait l'action de la police. En rentrant chez moi ce soir-là, j'avais le poids des rendez-vous dans la poche, les numéros griffonnés sur un bout de papier. J'avais aussi, étrange consolation, l'impression d'être revenu à mon métier d'autrefois. Prévoir, anticiper, organiser. La maison, mon jardin, mes rosiers, tout ce monde redevenait un champ d'opération. La nuit, je me couchais tôt. La douleur était moins aiguë lorsque l'esprit était occupé. Avant de sombrer, je me surpris à sourire. Un sourire sans venin, simplement sûr. Ils avaient cru me briser en me faisant tomber. Ils avaient oublié que parfois, la chute révèle le sol mouvant sous les pieds de l'agresseur. J'avais planté mes graines. Il ne restait qu'à attendre qu'elles lèvent. L'aube se leva sur Dijon, avec une lumière pâle qui léchait les façades en pierre des immeubles. Et moi, je me préparais à franchir une nouvelle étape. L'inspecteur Boucher, fidèle à sa réputation de rigueur, me rappela tôt le matin. « Madame, nous passerons chez vous à 10 heures précises pour saisir la vidéo. Conservez tout en l'état. » Cette phrase résonna comme une délivrance. Je savais que dès qu'elle serait entre les mains de la police, Clara perdrait l'illusion de toute maîtrise. Lorsque la sonnerie retentit, 2 officiers se tenaient dans mon entrée. Leur attitude était courtoise mais ferme. Ils procédèrent à la copie officielle du fichier,
en dressèrent procès-verbal, apposèrent les scellés numériques et m'expliquèrent que le parquet serait immédiatement informé. Mon salon, témoin de ma solitude, devint soudain le théâtre d'un acte de justice en marche. Je signais, la main tremblante, mais l'âme apaisée. La preuve m'échappait désormais, mais elle échappait surtout à Clara. L'après-midi même, Maître Lefebvre m'avait fixé rendez-vous pour mettre en place la seconde partie du plan, la convocation notariée. Sous le prétexte anodin d'une révision patrimoniale, il adressa des lettres officielles à Marc et à sa femme, leur intimant de se présenter dans son étude 2 jours plus tard. La force tranquille de ces convocations, timbrées et signées, rendait la chose inévitable. Ni l'un ni l'autre ne pourrait ignorer une telle formalité sans éveiller de soupçons. 2 jours, ce n'était rien, et c'était tout. J'occupais ces heures à rassembler mes forces et à préparer ma maison comme on prépare un champ de bataille. J'informai Hélène qu'elle serait témoin de moralité si besoin, et Madame Pommier, discrète mais indignée, accepta aussi d'assister à la rencontre. J'avais conscience que ce n'était pas simplement une affaire privée, c'était une lutte de vérité contre mensonge. Et il fallait des yeux honnêtes pour en constater l'issue. La veille du rendez-vous, Clara se montra étrangement affable. Elle m'appela en me proposant de passer prendre le thé, comme si rien ne s'était produit. Je déclinai poliment. Son ton mielleux ne fit que confirmer ce que je savais déjà. Elle avait senti que quelque chose lui échappait. Peut-être avait-elle remarqué l'absence de la clé USB. Peut-être avait-elle deviné que mon silence n'était plus celui de la résignation. Le jour J, la salle boisée de l'étude Lefebvre m'accueillit avec ses odeurs de cire et de papier. Je m'installai face à mon avocat. Sur la table reposaient des chemises cartonnées, un écran allumé prêt à diffuser les images. Lorsque Marc et Clara entrèrent, j'aperçus la crispation fugace dans ses yeux. Elle comprit à l'instant même que nous n'étions pas là pour parler de testament ou de roses fanées. Maître Lefebvre, avec la gravité des vieilles traditions notariales, ouvrit la séance en rappelant que tout serait consigné et que la présence d'un huissier installé au fond de la pièce garantirait l'intégrité du procès verbal. L'atmosphère était lourde, saturée de silence retenu. Marc, nerveux, se rongeait les ongles. Clara, elle, affichait un masque d'indifférence hautaine. Alors, sans détour, Lefebvre lança la vidéo. Sur l'écran apparut l'image crue de ma chute, le petit mouvement de son bras, le regard furtif, puis mon corps basculant dans le vide. Le silence qui suivit fut assourdissant. L'huissier nota l'heure, l'inspecteur Boucher, présent par prudence, observa la scène avec un visage fermé. Marc, blême, se leva, la bouche entr'ouverte. « Clara, qu'est-ce que » Mais sa voix s'étrangla avant la fin. Moi, je restais droite. J'avais attendu ce moment, non pour savourer leur humiliation, mais pour reprendre la place qu'on m'avait volée. L'heure des masques était terminée. Clara pouvait bien se défendre, nier, accuser une maladresse. La machine judiciaire était déjà en marche. Ce jour-là, dans ce bureau de notaire, ce n'est pas moi qui tombais, c'est elle. Clara n'accusa pas le coup comme une innocente surprise. Non. Elle redressa la tête, serra ses lèvres peintes et lança d'un ton sec. « C'est absurde. On ne voit rien de clair. Elle est tombée. Voilà tout. » Son aplomb glaça la pièce. Elle parlait comme si les images n'avaient pas de poids, comme si mon corps brisé n'était qu'une mise en scène de ma part. L'huissier, imperturbable, notait chaque mot. Maître Lefebvre lui rappela calmement. « Madame, la vidéo est désormais sous-scellée. Elle sera transmise au parquet. Vos dénégations n'y changeront rien. » Marc, lui, tremblait. Ses yeux allaient de moi à l'écran, de Clara à l'huissier. Enfin, il se leva, sa voix cassée. « Clara, dis-moi que c'est pas toi. Dis-moi que... » Elle tourna vers lui un regard de glace. « Ne sois pas naïf, Marc. C'est ta mère qui manipule. Elle fabule, elle exagère. Tu sais bien qu'elle ne voulait jamais de moi. » Ces mots me frappèrent, mais je ne répondis pas. Ce n'était plus mon rôle. Je n'avais plus besoin de crier. La vérité parlait pour moi. L'inspecteur Boucher prit alors la parole d'un ton officiel. « Madame, la vidéo a valeur de commencement de preuve. Ajoutée au certificat médical, elle constitue un faisceau d'indices graves et concordants. Le parquet décidera de l'ouverture d'une enquête pénale pour violence volontaire sur personne vulnérable. » Le mot tomba comme un coup près. Violence volontaire. Le visage de Clara se crispa, mais elle tenta encore une attaque.
Vous n'avez aucune preuve que c'était volontaire. Ce n'est qu'un malheureux accident. Boucher soutint son regard. C'est au juge d'instruction d'en décider. Pas à vous. Marc s'affaissa sur sa chaise. Il ne tenta plus de la défendre. Ses mains couvraient son visage. Entre ses doigts, je devinais des larmes, ou peut-être la honte d'avoir choisi le silence trop longtemps. Moi, je restais immobile, droite. Le cœur battait fort, mais ce n'était plus de peur. C'était un battement de délivrance. Je n'avais pas gagné, pas encore, mais Clara avait cessé de régner. Elle n'était plus qu'une justiciable comme une autre, prise dans les filets de sa propre cruauté. Lorsque la séance fut levée, l'huissier rassembla les pièces et l'inspecteur m'assura que je serais convoqué bientôt comme partie civile. Je sortis du bureau la tête haute. Sur le trottoir, l'air de Dijon avait le goût d'une liberté retrouvée. Je n'étais plus la vieille femme qu'on pouvait pousser dans le dos en espérant qu'elle tombe dans l'oubli. J'étais celle qui, en silence, avait attendu le moment juste pour retourner la scène. Les jours suivants, un étrange silence s'installa autour de moi. Le téléphone, jadis instrument de sollicitation hypocrite, resta muet. Clara, qui aimait tant parader au marché ou au club de sport, disparut des lieux publics. Les voisins, eux, savaient déjà. Dijon est une ville moyenne. Les rumeurs y voyagent plus vite que les voitures sur la rocade. On chuchotait à la boulangerie, on se taisait à mon approche, puis on me saluait avec un respect soudain, comme si l'on venait de découvrir une force qu'on m'avait toujours niée. Hélène, ma voisine et confidente, m'apporta un gâteau aux noix et me dit simplement « Tu vois, Jeanne, parfois il suffit de tenir bon pour que le masque tombe tout seul. » Je hochai la tête. Tenir bon, c'était ce que j'avais fait toute ma vie. Marc, lui, n'osait plus me regarder en face. Il passa un soir, seul, le visage ravagé. Il s'assit dans la cuisine comme un enfant puni. Ses mots jaillirent dans un souffle. « Maman, je ne savais pas, je ne voulais pas voir. Clara, elle me disait que tu étais fragile, que tu perdais l'équilibre. » Je ne répondis pas. Le silence était ma meilleure arme. Il se mit à pleurer, des larmes épaisses qui tombaient sur la nappe cirée. Il n'était plus l'homme mûr, mais le petit garçon que j'avais tenu contre moi autrefois. J'ai posé ma main sur son épaule sans un mot. Il comprit que je n'avais pas besoin de sa confession. J'avais eu la preuve et c'était suffisant. Pendant ce temps, l'enquête suivait son cours. L'inspecteur Boucher passa à la maison, me tenant informé. Clara avait été convoquée, entendue. Elle niait, s'emportait, mais chaque phrase la trahissait. Le parquet avait décidé d'ouvrir une information judiciaire. Les termes exacts furent prononcés. Violence aggravée sur personne vulnérable. Des mots lourds, qui ne s'effacent pas. Dans le quartier, la réputation de Clara s'effondrait. Les sourires qui l'avaient accompagnée se transformèrent en regards glacés. Son propre père, avec qui elle entretenait des affaires douteuses, prit ses distances pour ne pas être éclaboussée. Elle se retrouva isolée, réduite à ses mensonges, tandis que moi, la vieille veuve qu'elle croyait pouvoir effacer, je me redressais. Pourtant, je ne jubilais pas. J'avais attendu cette revanche, mais elle avait un goût amer. Ce n'était pas moi qui avais gagné, c'était la vérité qui avait fait son œuvre. Clara n'était plus un danger, mais une femme aux abois, piégée dans son propre calcul. Un soir d'avril, j'ouvris les volets de ma chambre. La lumière du couchant baignait les toits de Dijon. Je respirais profondément. Je n'ai plus victime. J'étais témoin de ma propre résistance. Et au fond de moi, une certitude grandissait. L'heure du jugement viendrait, et ce jour-là, je parlerais enfin. Le jour de l'audience arriva. Le palais de justice de Dijon, massif et solennel, m'apparut comme un rempart contre les humiliations accumulées. J'avais mis ma robe sombre, celle que Luc m'avait offerte à nos 30 ans de mariage. Je marchais appuyée sur ma canne, mais droite, résolue. Ce n'était pas une vieille femme fragile qui franchissait ses portes, mais une survivante. La salle était pleine. Quelques journalistes locaux s'étaient glissés sur les bancs du fond. L'affaire avait attiré l'attention. On chuchotait déjà sur cette belle fille accusée d'avoir poussé sa propre belle-mère pour rater un héritage. Marc, assis à côté de moi, semblait vidé, les traits tirés. Clara, elle, arborait son masque habituel, tailleur clair, cheveux impeccables, sourire froid. Le président ouvrit l'audience d'une voix ferme. Les chefs d'accusation furent lus. Violence aggravée sur personne vulnérable, préméditation possible.
À chaque mot, Clara crispait les mâchoires. Puis vint le moment de la projection. L'écran s'alluma. On y vit ma terrasse, le soleil de ce matin-là, mon dos courbé sur les géraniums. On vit Clara derrière moi, son pas assuré, son geste brusque. On me vit basculer, tomber lourdement. La salle retint son souffle. L'image se figea. Silence. Le président leva les yeux. « Madame, que répondez-vous à ces images ?» Clara tenta de garder contenance. « Ce n'est pas une poussée. Elle a trébuché. On interprète mal. C'est un malheureux accident. » Mais le procureur s'avança, brandissant le certificat médical du docteur Morel. Les lésions sont parfaitement compatibles avec une poussée volontaire. Ajoutées à la vidéo, ces preuves sont irréfutables. Marc Blême se leva soudain. Sa voix brisée retentit. « Assez, Clara, je l'ai vu moi aussi, même si j'ai voulu fermer les yeux. Tu l'as poussée. Tu as tenté de détruire ma mère. » Un murmure parcourut la salle. Clara voulut répliquer, mais ses mots se perdirent. Son masque se fissurait devant tous. Moi, je n'avais rien à ajouter. J'étais là, présente, et ma présence seule suffisait. Tout ce qu'on avait tenté de m'arracher, ma voix, ma dignité, ma maison, revenait en un instant, rétabli par la lumière crue des faits. Quand l'audience fut suspendue, je sortis sur les marches du tribunal. L'air de Dijon était vif, presque tranchant. Mais dans ma poitrine, je sentais une légèreté nouvelle. J'avais porté le poids de l'humiliation, de la douleur et du silence. Désormais, ce poids reposait sur les épaules de celle qui avait voulu me faire disparaître. Je n'étais plus seulement Jeanne, la veuve effacée. J'étais Jeanne, la femme qui avait tenu tête. La seconde audience, consacrée au jugement, eut lieu un mois plus tard. Ce mois-là, Clara vécut dans l'ombre. Plus d'apparitions mondaines, plus de sourires affichés au bras de Marc. Les voisins l'évitaient. Certains anciens amis l'avaient même rayé de leur carnet. Moi, je continuais mes promenades le long du canal de Bourgogne, canne en main, regard droit. Les gens me saluaient avec un respect que je n'avais jamais connu. La salle d'audience, ce jour-là, était plus remplie encore. Les journalistes avaient flairé le scandale. Une belle fille de bonne famille, inculpée pour avoir précipité la chute de sa belle-mère. L'affaire était devenue un symbole, celui de la cupidité moderne face à la dignité des anciens. Le président lut les conclusions avec une lenteur pesée. Après examen des preuves, notamment la vidéo sous scellé, le certificat médical et les témoignages recueillis, chaque mot tombait comme un coup de marteau invisible. Clara, assise raide, les mains crispées, tentait de garder son masque, mais ses yeux trahissaient la panique. Marc Blême s'était affaissé sur sa chaise. Le tribunal retient la qualification de violence aggravée sur personne vulnérable. La prévenue, Madame Clara Delaunay, est reconnue coupable. Un souffle parcourut la salle. Je fermai les yeux une seconde. Ce n'était pas la joie que je ressentais, mais une paix glaciale, un retour à l'équilibre. La sentence suivit, 2 ans de prison avec sursis, interdiction de gérer les biens de la victime ou d'en tirer un quelconque avantage patrimonial et versement de dommages et intérêts. Clara baissa enfin la tête. Le masque était tombé. La femme arrogante, sûre de son triomphe, n'était plus qu'une silhouette figée sous le poids de la justice. Marc s'approcha de moi à la sortie, la voix brisée. « Maman, je ne mérite pas ton pardon. » Je le regardais longuement. Je ne prononçais pas de mots. Le silence, encore une fois, valait mieux que des phrases vaines. Il comprit que je ne l'excluais pas, mais que la confiance, elle, ne reviendrait plus jamais de la même façon. Sur les marches du tribunal, les caméras crépitaient. On voulait des images de moi, la vieille femme debout malgré tout. Mais je n'étais pas là pour la gloire. J'étais là pour rappeler que même à 77 ans, même fragilisée par les blessures, une femme peut se dresser preuves en main et défaire ceux qui la croient condamnée au silence. La Loire n'était pas loin, et son courant roulait comme une promesse. J'inspirais profondément. Oui, j'avais souffert. Oui, j'avais été trahie. Mais désormais, c'était Clara qui portait la honte, Clara qui avait chuté pour de bon. Moi, je restais debout. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, après le jugement, seule mais plus légère qu'auparavant. J'ai ouvert les volets de ma chambre et la lumière du couchant baignait les toits de Dijon. J'ai posé ma canne contre le mur, je me suis assise dans mon vieux fauteuil, celui qui a vu défiler les années, et j'ai laissé mon cœur parler. Je repensais à ma chute, à la pierre froide de la terrasse, au craquement de mon os, à la douleur qui m'avait traversée.
J'avais cru, l'espace d'un instant, que tout était fini pour moi, que ma voix s'éteindrait dans l'indifférence. Et pourtant, c'est de ce sol dur que j'ai trouvé ma force. Clara pensait m'enterrer vivante dans le silence et la dépendance. Mais elle ignorait que les femmes de mon âge savent attendre. Nous savons nous taire, oui, mais ce silence n'est jamais vide. C'est un silence qui observe, qui enregistre, qui prépare. Aujourd'hui, Clara est réduite à l'ombre de ses mensonges. Marc, mon fils, vit avec le poids de sa lâcheté. Moi, je suis encore debout. J'ai appris qu'on peut perdre confiance dans sa propre chair, mais qu'on ne doit jamais perdre confiance en soi-même. J'ai appris que la dignité n'est pas un mot, mais un combat quotidien, même quand les genoux tremblent et que le souffle manque. Je voudrais dire à toutes celles qui m'écoutent, à celles qu'on écarte des repas de famille, qu'on relègue au bout des tables, qu'on méprise pour leurs rides ou leur silence, n'acceptez jamais l'effacement. On vous croit fragile, inutile, dépassé, mais en vérité, vous portez la mémoire, la patience et la ruse des générations. Et parfois, il suffit d'un geste, d'une preuve, d'une étincelle pour rappeler au monde que vous existez, que vous résistez. Ne laissez personne écrire votre disparition à votre place. Si l'on vous pousse, relevez-vous. Si l'on vous fait taire, préparez vos mots. Si l'on vous vole, gardez les preuves. Et quand l'heure viendra, frappez. Froidement. Justement. Je m'appelle Jeanne, j'ai 77 ans. On a tenté de me faire tomber, mais c'est moi qui ai vu ma belle-fille s'effondrer. Et je vous le dis, une vieille femme humiliée peut sembler faible, mais lorsqu'elle se dresse enfin, elle est inébranlable.